bienvenue chez nous, chez Mirova, dans notre auditorium sympathique. Je vais passer la parole tout de suite à Hélène, qui va vous faire un peu une petite introduction, puisque c'est une co-organisation donc, entre Mirova et le Heart Leadership University. Je dis à chaque fois institut, ça s'appelait institut avant, non? C'est University, mais je ne sais pas pourquoi. Donc Heart Leadership University. Et puis ensuite, on va passer aux choses sérieuses. Merci beaucoup Philippe. On a vraiment le plaisir, oui, ce soir d'être dans les murs chez Mirova pour un beau débat Regard croisé. Donc Regard croisé, c'est un format de débat entre dirigeants, auteurs de livres ou de nouvelles qu'on a monté chez HLU, Heart Leadership University, une association d'intérêt général qui a été créée en 2021. Et donc notre asso, elle a pour objectif d'aider les dirigeants à gagner en discernement et en action sur 3 sujets: les effondrements écologiques, l'explosion des inégalités et les usages potentiellement déviants de l'intelligence artificielle. Et je mets bien toutes les précautions oratoires autour, en tout cas de se questionner sur les impacts positifs et les risques ou les limites et les conséquences des IA. Et donc, dans ce format de rencontre entre dirigeants-auteurs, la priorité va être donnée à la présentation de Philippe et de Étienne, pas nécessairement uniquement sur leur casquette de dirigeants, mais aussi sur leur casquette d'auteur. Pourquoi ils ont voulu écrire, qu'est-ce qu'ils ont écrit, pourquoi le livre est important. Et donc, on va faire ça sous forme de table ronde débat suivi de questions-réponses avec la salle. Et puis, il y aura un petit temps de conclusion, bien sûr. Donc, j'invite tous ceux qui ne nous connaissent pas encore à faire un petit tour sur nos ressources gratuites, parce qu'on est une asso d'intérêt général, site web, chaîne YouTube avec les replays des regards croisés précédents, et vous dire que cette rencontre fera aussi l'objet d'un replay pour ceux qui n'auraient pas pu finalement venir ou pour le transmettre à d'autres. J'en dirai pas plus à ce stade, si ce n'est peut-être une précaution oratoire. Quand on a choisi le thème intelligence artificielle et spiritualité, on s'est dit, oula, on est un peu sur une planche savonneuse. On va s'autoriser quelques pas de côté. On va essayer de pas tout mélanger. Et Philippe, Étienne, vous donnerez les définitions que vous voulez du mot spiritualité. Bien évidemment, on n'a pas écrit IA et religion, mais je préfère le dire en intro. Comme ça, c'est dit. C'est IA et spiritualité dans tous les sens possibles de ce mot, pour un débat ouvert, voilà, où chacun son point de vue, chacun ses horizons. Voilà, cette précaution étant dite, je vais passer le manche à Linda. Linda est journaliste, elle est rédactrice en chef de Be a Boss et elle nous fait le plaisir d'animer ce débat entre Philippe et Étienne. Merci Hélène pour cette présentation et la précision au sujet de cette thématique. Alors messieurs, c'est vrai qu'avec l'émergence de ces nouvelles technologies, on est en droit de se demander quelle place on va garder, quelle place l'humanité finalement va laisser à l'éthique et au sens. Pour m'accompagner sur ce sujet, 2 intervenants de choix. Alors Philippe Zawati, vous êtes, on le sait, CEO de Mirova, mais je rappelle aussi activiste de la finance durable, auteur, business angel. Merci déjà de nous accueillir et d'être avec nous. Étienne de Rocchini, bonsoir. Alors, vous êtes mathématicien, vous êtes advisor d'entrepreneurs, conférencier, penseur, président de think tank, auteur d'un ouvrage qui s'appelle Le sens de l'IA à l'école de Pascal Entrepreneur aux éditions Bollen. Et vous êtes aussi un passionné de jazz. Pourquoi je parle de jazz? Parce qu'il fait la corrélation entre l'intelligence artificielle et le jazz. On aura l'occasion d'en parler pendant le sujet, mais on va commencer avec vous, Philippe. Puisque vous êtes finalement à l'origine de ce débat, en tout cas votre nouvelle. Peut-être que certains ne l'ont pas lu. Je vais faire un petit résumé. En quelques mots, une militante... Faut la lire. Évidemment qu'il faut la lire, parce que c'est encore à l'origine de ce débat. Alors on parle d'une militante. Lire ça aussi. Aussi, le livre, effectivement. Alors, une militante qui est emprisonnée, qui lance depuis sa cellule, finalement, New Destiny, à partir d'une intelligence artificielle et d'une blockchain, une sorte de religion façonnée, un mouvement spirituel que les États tentent finalement de brider, d'éteindre en vain. Première question, pourquoi ce récit? Merci, bonsoir Linda. En fait, ce récit, c'est la suite du petit bouquin là, que Étienne vient de brandir. C'est pas un petit, c'est le petit livre blanc que j'ai écrit il y a 2-3 ans, qui s'appelle Discours sur l'état de l'Union et qui imaginait ce
que pourrait être le discours de l'État d'Union du président des États-Unis en janvier 2034. Et donc, président des États-Unis qui se retrouve face à une crise climatique terrible et qui ne sait plus très bien quelle solution choisir et qui finit par proposer une solution absolument catastrophique et absurde. Enfin, je spoil pas pour ceux qui veulent lire, mais à la fin, au bout du bout, c'était quand même un peu un constat d'échec sur les grandes solutions qu'on essaye de mettre en place aujourd'hui sur la question du climat et de l'environnement. Des solutions qui sont soit des solutions de négociation internationale dont on voit les difficultés, soit des solutions technologiques qui aboutissent souvent à des rebonds et à des choses encore plus difficiles, soit des solutions de changement de comportement, mais qui sont extrêmement difficiles à mettre en place. Et donc, ça se termine mal. Enfin voilà, bon, je vous le dis, ça se termine pas très bien. Ça se termine pas très bien. Et donc, j'ai voulu faire une suite. Enfin, en fait, c'est quelques-uns de mes amis, une de mes amies notamment, qui m'a dit, mais il faut absolument que tu écrives une suite un peu plus positive parce que là, c'est pas possible de nous déprimer à ce point-là. Et donc, dans la suite que j'ai écrite, Destiny, qui était en fait une des congressistes américaines qui assistait à ce discours et qui, pour une raison que vous comprendrez plus tard, se retrouve en prison, devient une espèce de gourou en quelque sorte dans le monde. Et comme c'est une grande spécialiste de la technologie, elle, à partir de sa cellule, elle imagine comment utiliser un réseau mondial d'acteurs de l'intelligence artificielle avec une sécurité, avec de la blockchain, avec ce genre de choses-là, pour faire émerger une nouvelle spiritualité. En se disant, finalement, si on veut résoudre la question un peu existentielle à laquelle on est confronté, qui est la question du climat, c'est avec une réponse existentielle qu'il faut répondre à un défi existentiel. Et donc, elle va inventer une nouvelle spiritualité, autrement dit, une nouvelle religion, en quelque sorte, mais en utilisant l'IA. Non pas basée sur l'IA, mais en utilisant en fait les ressources de l'intelligence artificielle. Et pourquoi vous avez opté pour une chute pessimiste? Est-ce que c'est vos pronostics pour l'avenir? Non, mais c'est-à-dire que je trouve que bon, la dystopie est une façon de faire réfléchir. Hein. Il y a plusieurs. Enfin, on a vu, il y a eu des films. Don't Look Up était un exemple typiquement de ce genre de choses-là. Donc la dystopie est un moyen de faire réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'on espère ou qu'on pense que ça va se passer comme ça. Malheureusement, quand on lit ce petit bouquin et qu'on regarde ce qui s'est passé depuis 2 ans, on se dit que c'était pas si dystopique que ça. Et fondamentalement, je suis pas un grand optimiste, non. Ça, c'est sûr. Voilà. Et je voulais juste rajouter que la nouvelle, vous l'avez sur vos sièges. Elle est parue dans un magazine qui s'appelle Chute, qui a été créé par Aurore et Mathéo, qui sont ici ce soir, qui parle essentiellement justement de la technologie et de l'IA, en tout cas dans le dernier numéro. Et donc, je vous invite vivement à regarder ça et à le lire. Justement, on va parler technologie et IA et spiritualité. Le thème de la table ronde, c'est IA et spiritualité. C'est un duo incongru ou salutaire, selon vous? Étienne, on ne vous a pas entendu. Alors, pour moi, la spiritualité dans l'IA, c'est l'éléphant dans la pièce. Elephant in the room. C'est-à-dire, c'est le truc qui est totalement évident, mais dont on ne parle absolument pas. Enfin, en tout cas, on a l'impression qu'on n'en parle pas. Par pudeur? Alors, dans notre pays, qui est une relation passablement compliquée avec la religion, on le comprend, mais même aux États-Unis, in God we trust, sur chaque billet, chaque dollar, en fait, on n'assume pas complètement. Pourquoi est-ce que c'est l'éléphant au milieu de la pièce? D'abord, le choix du terme, qui est une espèce de chef-d'œuvre rhétorique, intelligence artificielle, de termes que tout semble opposer et qui ont été construits comme un artifice rhétorique pour lever beaucoup d'argent. Et pour lever beaucoup d'argent, il faut emmener les gens sur Mars. D'ailleurs, c'est ce que veut faire Elon Musk. Il faut embarquer finalement dans ce lieu où les ressources de la personne humaine sont les plus profondes dans l'engagement, ce que d'ailleurs Philippe dit dans son livre, on va chercher à faire une religion pour engager. Donc pour moi, il y a et très clairement, après si on regarde dans la Silicon Valley, très clairement il y a du néo-messianisme qui est assumé par les gens de la singularité.
Vous pouvez prendre les discours de Ray Kurzweil et de Peter Diamandis, et c'est très étonnant, on pourra en parler. C'est un décalque direct de l'extrait de la Genèse sur le dialogue du serpent autour du péché originel. Nous serons comme des dieux. Donc, ce néo-messianisme, il est assumé très clairement par certaines personnes dans la Silicon Valley, mais au-delà de ces extrémistes, pourquoi est-ce que c'est l'éléphant dans la pièce? Tout simplement, pourquoi est-ce que tout le monde ne parle que d'IA? Pourquoi est-ce que les libraires n'ont que des livres sur l'IA? Parce que tout le monde est préoccupé par le sens, tout le monde est préoccupé par l'avenir du travail, par la vie, la mort, etc., qui sont des questions fondamentalement spirituelles. On peut voir dans un contexte religieux ou pas, mais des questions de finalité. Et d'ailleurs, si on va chercher du côté de différents penseurs, vous allez chercher Max Weber, vous voyez que dans Max Weber, le capitalisme, c'est d'abord une quête spirituelle. Pourquoi est-ce que le capitalisme s'est tant développé aux États-Unis? C'est d'abord une certaine réaction calviniste et une quête de l'au-delà. C'est ça qui est au fond de l'économie. Schumacher, dans Small is Beautiful, grand ouvrage pour les écolos, dit dans les années 70 que l'économie doit retrouver un sens spirituel si on veut mettre des limites à la planète. Et si vous allez chercher Viktor Frankl à Auschwitz, il va vous dire que pourquoi est-ce que je survis? C'est parce que je cherche du sens. C'est que la quête du sens est encore plus importante pour la personne humaine que le bonheur. Et donc, pour moi, voilà, le sens est partout, il inonde totalement les discours sur l'IA, c'est l'éléphant dans la pièce. Philippe, vous êtes d'accord avec le propos d'Étienne, la spiritualité a sa place dans la tech? Oui, alors, oui, je ne sais pas si je le dirais exactement de la même façon, mais en tout cas, ce sont deux exemples de façon de dépassement, en fait, en quelque sorte. La spiritualité, c'est le dépassement de notre destinée, de ce qu'on est, de notre vie sur Terre. Et l'IA, aujourd'hui, est en train de fabriquer un dépassement aussi, d'aller au-delà. On va au-delà de ce qu'on imaginait possible, en fait. On dépasse les limites. Et donc, on se retrouve avec des outils, en quelque sorte, qui nous permettent de penser au-delà de ce qu'on est. Et donc, c'est assez logique de les combiner. Alors après, les questions que ça pose sont très, effectivement, sont multiples. C'est-à-dire, est-ce que l'IA va être un nouveau Dieu? Donc ça, c'est effectivement quelques tentatives ces dernières décennies de penseurs américains en disant, finalement, quelque chose qui peut nous permettre de penser 1000 fois plus. C'est quoi un Dieu? C'est quelqu'un qui pense 100 000 fois plus vite et 100 000 fois mieux qu'un humain. Est-ce que c'est pas quelle autre définition d'un Dieu? Donc on peut avoir ça, c'est-à-dire on met l'IA en tant que telle au centre du jeu. Ou ce que j'ai plutôt écrit avec Destiny, c'est est-ce que l'humain, utilisant cette puissance nouvelle, va pouvoir au contraire se recréer une autre forme, va utiliser ça pour se dépasser et créer une autre forme de spiritualité? Ou est-ce qu'on va aller vers effectivement du transhumanisme et donc un changement pur et simple de la nature de l'humain? Donc voilà, il y a toutes ces questions-là qui se posent, mais on est bien face à deux dépassements, en tout cas, qui vont se dialoguer. Oui, vous l'avez souligné, tout dépend de l'usage qui en sera fait. D'ailleurs, on a aussi des personnes qui sont contre l'intelligence artificielle, au même titre qu'Internet à l'époque. Est-ce qu'on peut se permettre dans le monde d'aujourd'hui d'être contre l'intelligence artificielle? Non, je ne pense pas qu'on puisse permettre d'être contre l'intelligence artificielle. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. C'est un pas combat dire perdu d'avance. grand-chose. L'évolution technologique, elle est là. Elle est d'une puissance qu'on n'a jamais vraiment connue. Et elle a un côté effectivement exponentiel, puisque, et ça, c'est ça, je pense, la plus grande nouveauté, c'est qu'on est sur une technologie qui va s'auto-alimenter, c'est-à-dire dont le développement futur est basé sur elle-même. Donc l'IA va coder elle-même pour développer de l'IA. Et donc cet effet exponentiel est complètement nouveau. On a connu, même dans les grandes révolutions industrielles, on a quand même des effets qui sont plutôt des effets linéaires. Là, on a un effet exponentiel. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse être contre. Je pense en revanche qu'on doit penser avec. Ça, c'est en revanche absolument indispensable. Alors, je pense que justement, on tombe dans le piège tendu par les VC qui dépensent des capitaux monstrueux pour l'IA. Quand on pose la question, est-ce que vous pouvez être contre l'IA?
Est-ce que vous pouvez être l'Encléiade? On est sur une manipulation rhétorique. Pourquoi est-ce qu'on est sur une manipulation rhétorique? Il n'y a pas une IA. Il y a, moi ça fait 35 ans que je suis dans les mathématiques appliquées en lien avec l'entrepreneuriat et le développement durable. Alors il y a 35 ans, on faisait des régressions, on faisait de l'optimisation, de résolution aux équations dérivées partielles. Avec ça, moi j'ai divisé par 5 les fuites d'eau à Manille. C'était pas de l'intelligence artificielle, mais c'était du calcul pour faire des économies. Bon. Et donc, qu'il faille, pour réduire la gabegie qui est faite dans les ressources sur Terre, mobiliser toutes nos ressources ingénieuses, c'est pour moi un impératif du bien commun, et c'est probablement d'ailleurs, dans beaucoup de spiritualités, une des responsabilités créatrices de la personne humaine, et qu'on soit anthropocentrique ou non, et plutôt bouddhiste, on ne va pas être anthropocentrique, ou dans certaines versions. Non. De toute façon, on a cette espèce de responsabilité vis-à-vis de... Donc, maintenant, le piège rhétorique, c'est qu'on ferait croire qu'en fait, c'est l'IA, c'est-à-dire qu'il y a un espèce d'aspirateur, on peut appeler copilote, une licence Microsoft, qu'on vous met partout, un aspirateur qui ferait qu'on serait tous obligés de suivre une technologie qui est cette technologie la plus avancée, la plus gourmande, etc. Et là, il y a un piège, parce qu'en réalité, pour moi, et ça c'est une question concrète pour le dirigeant, la question, c'est pas pour ou contre l'IA, la question, c'est quelle est ma mission et quels sont les outils que j'utilise pour être au service de ma mission. Et en réalité, il y a une très grande marge de manœuvre entre l'utilisation de toutes sortes de méthodes de calcul, plus ou moins sophistiquées, et s'il fallait utiliser Copilote à chaque fois que vous faites quelque chose de manière raisonnable dans une entreprise, ça se saurait. Et donc là, il y a une manipulation rhétorique qui est faite parce qu'on a des choses qui sont extrêmement capitalistiques. Et, il y a, et là, il y a un réflexe qui est d'ailleurs spirituel. Un des grands penseurs intéressants sur les systèmes techniques, c'est Jacques Ellul, philosophe et chrétien protestant, qui était à Bordeaux, qui a écrit le système technicien, un certain nombre de choses qui vont, alors c'était il y a 30 ou 40 ans, ou dans certains cas même dans les années 70, mais il va poser la question suivante. Si je veux être libre, il faut que je prenne finalement un recul par rapport à l'objet technique, sans quoi la technique est faite pour être absorbante. C'est-à-dire que le système technicien fait qu'à partir du moment que vous utilisez la technique, en fait, vous allez trouver de la technique pour résoudre les problèmes posés par la technique, et vous rentrez en fait, dans une démarche d'asservissement où finalement vous suivez une quête qui d'ailleurs pour moi, il y a une mythologie très forte dans la Bible là-dessus, c'est la tour de Babel. Hein, tout le monde se rassemble et mais il y a les meilleurs qui viennent, les plus grands. You have to be there because you're in. Alors tout le monde se rassemble, les meilleurs ingénieurs commencent à construire et on construit des étages à la tour et la tour va de plus en plus haut et on va où? Mais on va jusqu'au ciel. Sky's the limit. Et puis non mais c'est génial, 100 milliards, 10 000 milliards, 1000 milliards de paramètres, mais avec le GPT-5. Donc on est dans cette espèce de course. Et qu'est-ce que dit le mythe de la tour de Babel? La course va s'arrêter. Alors le texte de la Bible ne dit pas si la tour s'arrête parce qu'il n'y a plus de cash chez OpenAI, ou si on a détruit toutes les mines de lithium, ou si en fait les meilleurs ingénieurs sont finalement partis pour faire des concurrents de la tour de Babel, comme les gens quittent Google ou autre. On ne sait pas. Mais en réalité, dans ce mythe de la tour de Babel, il y a cette idée que la tech pour la tech mène nulle part. Et la tech pour la tech, c'est une démarche d'asservissement. Et donc, pour moi, le dirigeant et nous-mêmes, on doit vraiment se dire quelle est ma mission, de quoi je suis fier. Et ça, c'est une question spirituelle qui pose sur le sens. Et à partir de ça, je vais choisir la tech qui correspond à mon besoin. Et de ce point de vue-là, je pense que oui, il est possible de dire je prends ça et pas ça. Il est possible et même souhaitable d'avoir des IA qui soient beaucoup plus parcimonieuses et qui évitent de construire 17 000 réacteurs nucléaires. C'est possible. Et d'ailleurs, je le dirais aussi comme mathématicien, c'est bien plus intéressant. Parce que qu'est-ce qui est intéressant quand on est scientifique? C'est de faire le modèle le plus simple qui explique le plus de choses. Einstein, avec 3 équations, explique la relativité générale, l'extension de l'univers. Donc ce qui est le plus intéressant dans la science, c'est la parcimonie. C'est d'arriver à rassembler la connaissance. Et donc, de ce point de vue-là, la quête actuelle d'une hyperparamétrisation de l'IA, pour moi, elle n'est pas inévoquée. Elle n'est pas, en tout cas, il n'y a pas que ça qui est possible. Et elle a ses mérites et elle a
détruit tous les modèles de traduction de langue. Tous les gens qui essaient de faire de la traduction de langue avec des modèles sémantiques se sont plantés. La force brute probabiliste a gagné. Mais il y a bien d'autres domaines où on peut faire mieux et ça sera plus intéressant de faire plus sobre. Je ne suis pas totalement convaincu, personnellement. Je suis pas totalement convaincu que de la même façon qu'on a la problématique de la sobriété dans la société sur la question du changement climatique, il y a tout un discours sur la décroissance, la sobriété. Et aujourd'hui, on voit bien que ces discours ne crantent pas. Enfin, je veux dire, alors pour des raisons différentes, parce qu'ils sont coûteux pour un certain nombre de personnes et parce qu'il y a des perdants. Mais quand on a un objet technologique comme l'IA, c'est vrai que le freiner va être extrêmement difficile. On peut se dire, effectivement, il faut essayer d'être sobre, il faut essayer de faire simple. Sans doute, ça sera plus efficace d'être simple que d'avoir des grands langages globaux et que pour certaines applications, ça sera plus efficace d'avoir des langages plus spécifiques qui vont s'attaquer à une tâche plutôt que d'utiliser un marteau pour écraser une fourmi. Mais la tendance est... Enfin, faire du frein à ça me paraît extrêmement difficile. La problématique que je vois plus, c'est comment on combine les deux grandes situations qu'on a aujourd'hui, auxquelles on est confronté, qui sont d'un côté cette évolution technologique exponentielle, et de l'autre côté la crise du climat et de l'environnement, c'est-à-dire les ressources planétaires limitées. Et comment on arrive à faire combiner les deux. Et aujourd'hui, on a eu tendance plutôt à opposer en se disant l'IA c'est mal parce que ça consomme de l'énergie, ou à l'inverse, d'autres, des VC en particulier, viennent nous dire en permanence qu'au contraire, l'IA va permettre de résoudre tous les problèmes de la planète. Je crois qu'entre les deux, il y a sans doute une ligne médiane à trouver et qu'il y a vraiment un vrai besoin de réflexion pour savoir comment on va combiner ces deux grandes évolutions qui sont des évolutions qui sont incontournables aujourd'hui. C'est-à-dire, la question climatique, elle est là, on voit bien que la crise ne cesse de s'aggraver, et l'évolution technologique, elle est là, et en tout cas pendant quelques décennies, elle va continuer à s'accélérer. Et donc voilà, je crois qu'il faut qu'on arrive à essayer de combiner les deux, et combiner les deux, ça veut dire faire de AI for Sustainability, c'est-à-dire utiliser effectivement l'intelligence artificielle au maximum pour essayer de régler les problèmes auxquels on fait face. Et puis, il faut effectivement faire du Sustainable AI à côté, en parallèle, c'est-à-dire faire ça de façon la plus efficace possible. Mais je crois que ça, de toute façon, c'est déjà en route. Enfin, si on regarde les évolutions d'efficacité et d'efficience des modèles aujourd'hui, d'IA, ils sont incroyables, ils sont considérables. Alors évidemment, le volume augmente encore plus vite, mais l'efficience, y compris l'efficience énergétique, s'améliore de façon absolument considérable aussi. Et donc ça, cette recherche de l'efficacité va continuer de toute façon, parce qu'elle est aussi liée à l'équation économique de ces modèles. Est-ce que cet équilibre, il ne va pas être trouvé par les entrepreneurs? Est-ce qu'on peut freiner la folie créatrice de certains entrepreneurs, parfois nourris par l'ego, et je ne cite personne, et les réels besoins de l'humanité? C'est peut-être cet équilibre à trouver. Étienne parlait dans son livre de sauvegarder une empreinte humaine. Est-ce qu'il n'y a pas un risque anthropologique? Je vous la pose à tous les deux. Alors, moi d'abord, je vais répondre à l'objection de tout à l'heure. Je voudrais préciser mon point de vue. On parle d'IA et de spiritualité. Si on raisonne en termes économiques, évidemment, d'ailleurs, c'est mon activité, c'est Sustainable AI for Sustainability. Et évidemment, il faut des modèles économiques qui tournent. Je disais à Philippe que peut-être que sa performance énergétique là serait meilleure avec une des boîtes que je vais lui présenter, que j'ai cofondée et qui fait justement, voilà, grâce à l'IA qui économise par 5 la carbonation d'un bâtiment comme ici. Donc, bien évidemment, la logique d'efficacité économique, elle est première. Et de toute façon, l'inventivité humaine ne sera pas arrêtée. Les gens vont continuer à inventer des choses. Donc, maintenant, je voulais mettre un point spirituel, parce qu'on parle d'IA et de spiritualité. Et je pense que là, le début de la démarche spirituelle, c'est, en tout cas dans les traditions spirituelles dominantes, c'est un point de recul. C'est-à-dire que quand je m'ouvre à une démarche spirituelle, je vais prendre un point de recul et généralement, je commence par faire un exercice de détachement. Pourquoi est-ce que je fais un exercice de détachement? Parce que je vais m'ouvrir au fait que la réalité matérielle que je vis n'est peut-être pas l'exclusivité du monde et
et où qu'il y a des mécanismes d'asservissement dont on peut se libérer pour grandir en conscience, pour grandir dans l'amour. Bon. Et donc, la démarche spirituelle commence par un pas de côté. Et je pense que le grand risque, si on prend le regard spirituel, c'est justement de ne pas s'autoriser, et en particulier comme dirigeant, à faire un pas de côté par rapport à la compétition mimétique, parce que c'est ça, ce qui se passe dans l'IA, c'est la rivalité mimétique, très bien décrite par René Girard. C'est je veux faire un modèle plus gros que toi parce que tu fais un modèle plus gros que moi. Donc il y a cette rivalité mimétique chez les gens extrêmement... et donc le regard spirituel impose de faire ce point de recul. Et ce pas de côté, pour moi, il est salutaire. Parce que si je ne fais pas de pas de côté, alors je rentre dans des addictions, dans des asservissements. Et finalement, j'arrive à ma vie, j'ai 65 ans, et j'ai l'impression que j'ai vécu la vie à côté de celle que je devais vivre. Donc je pense que de ce point de vue-là, oui, on est appelé à avoir un regard de discernement sur l'usage de l'IA, sans pour autant freiner, parce que de toute façon, les entrepreneurs le développeront et d'autres le développeront. Mais moi-même, dans ma vie, j'ai un choix à poser, et ce choix est vital. Et d'ailleurs, moi, on a fondé cette association où il y a des gens dans la salle, ce think tank qui s'appelle Espérance Aiguille, que j'ai fondé en 2017, en me disant, à l'époque, tous les gens faisaient de l'éthique de l'IA. C'est la grande époque de l'IA. Et moi, je disais à l'époque, le problème de l'IA, ce n'est pas l'éthique. C'est un combat spirituel, c'est-à-dire c'est une quête de sens. Et donc, on a construit cette association-là. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette association quand on reçoit un entrepreneur? On accueille fraternellement pour essayer de discerner comment est-ce qu'il peut donner un sens et finalement aligner au service du bien commun son entreprise. La première question qu'on m'a posée, c'est tu mourrais ce soir. Ben, imagine que tu meurs ce soir et que tu regardes ce que tu as fait jusqu'à présent. Est-ce que tu serais vraiment fier, authentiquement fier de ce que tu as fait avec ton entreprise? Et à quel titre tu serais fier? J'irai demander à ChatGPT ce qu'il y a après. C'est de la provocation. Non, je plaisante. Non, deux remarques peut-être. La première, c'est sur le... Étienne disait, si on regarde ça d'un point de vue économique ou si on regarde ça d'un point de vue spirituel, je pense qu'il faut, enfin, je pense qu'on sera d'accord là-dessus. On peut aussi combiner économie et sens. Donc, on est là pour ça. Et tout le travail qu'on fait autour de, par exemple, des sociétés à mission est typiquement ça. C'est comment donner du sens à une activité économique, comment lui donner un purpose, une mission, un objectif qui dépasse le point de vue, le pur point de vue économique. Et donc ça, de toute façon, c'est indépendant. Enfin, c'est au-delà de l'IA. Je veux dire, c'est de façon générale, toute activité économique, on peut y mettre du sens. Le sens, c'est quelle est la contribution de cette activité économique à l'intérêt général, au bien-être collectif. Donc, que ce soit IA ou autre chose, si on fait une activité dont on pense qu'elle est complètement orthogonale au bien-être collectif, je pense qu'il vaut mieux ne pas la faire. En tout cas, quand on a un investisseur ou un entrepreneur qui se dit responsable, on a plutôt intérêt à ne pas le faire. Donc, ces choix, ils sont quand même consubstantiels aussi à la façon dont on fait du business et de l'entrepreneuriat. Deuxième remarque que je voulais faire, c'est on parle beaucoup d'IA et de sens et d'addiction, parce que je voulais rebondir sur le mot addiction. Moi, je fais une grande différence, clairement, aujourd'hui en tout cas, au point où on en est actuellement, entre l'IA et les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on a connu une dérive absolument dramatique, qui est une vraie dérive d'addiction, où il y a un apport de valeur intellectuelle qui est pathétique, et où effectivement on a un temps de cerveau qui est utilisé pour faire des choses qui n'ont pas beaucoup de sens, là, pour le coup. Sur l'IA, c'est différent. Alors, je peux concevoir qu'il y ait aussi de l'addiction. D'ailleurs, je pense commencer à souffrir un petit peu. Mais c'est une addiction qui peut pousser à accroître son niveau intellectuel, voire spirituel. C'est-à-dire que là, on a un outil qui nous permet de s'élever. Là où il me semble que les réseaux sociaux sont un outil qui nous plonge dans les profondeurs. Voilà, donc je pense que cette distinction-là est importante à faire aujourd'hui. Est-ce que tout le monde a les clés justement d'utiliser cette IA de la manière dont vous la présentez? Parce que finalement, est-ce qu'il ne faut pas déjà avoir un niveau d'éveil suffisamment élevé pour avoir ces notions?
Je sais que dans votre livre, vous parlez de corps, d'esprit et de cœur, ce triptyque gagnant. Est-ce que c'est à la portée de tous? Alors, donc là, effectivement, on fait un clin d'œil pascalien. Oui, il est à portée de tous. C'est-à-dire que, alors, et après, on a des niveaux de compréhension plus ou moins grands. Donc, effectivement, la vision, pour moi, très prophétique de Pascal et qui va être d'une certaine manière confirmée par les trouvailles des neuroscientifiques et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est qu'il y a finalement dans la personne humaine, il y a ces dimensions que Pascal va appeler le corps, l'esprit et le cœur. Et pour Pascal, le cœur n'est pas essentiellement le lieu de l'affectivité. Le cœur, c'est le lieu de l'intime conviction. Et c'est dans ce lieu-là, en fait, que se forge la décision. Et en particulier, c'est là que peut se vivre une forme de liberté. Et donc, Pascal va faire cette distinction qui est intéressante pour l'IA entre le lieu de la volonté et le lieu de l'esprit, qui pour lui sont deux lieux différents. Et donc, il va donner une claque à son ami Descartes en lui disant « Écoute, toi, tu penses que tout le monde est mathématisable et que finalement, tout est affaire de résolution de problèmes avec… on ne parle pas encore d'ordinateur, mais Pascal invente la pascaline, qui est l'ancêtre de l'ordinateur, une machine à calculer mécanique. Et donc, par rapport à Descartes, il va dire non, en fait, le règne de l'esprit, le règne des mathématiques, c'est une partie du monde, mais là où se joue finalement la liberté, la volonté, c'est un autre lieu. Et alors, c'est une posture, si maintenant je vais 4 siècles plus tard du côté de l'IA, on a d'une part, en quelque sorte avec l'IA, une sorte de gnose, c'est-à-dire que l'IA est une promesse de contrôle d'une certaine manière intégralement basée sur l'esprit, sur la rationalité. Et aujourd'hui, l'IA n'a pas de corps. Donc, c'est une des limites. D'ailleurs, beaucoup de gens dans l'IA pensent que pour aller encore plus loin en performance, il faudrait doter les IA d'un corps de manière à avoir cette distance assez courte entre qu'on a nous-mêmes, qu'ont les animaux d'une certaine manière entre la sensation et le calcul. Bon, donc ça, c'est une première dimension. Mais la deuxième dimension que prophétise Pascal, et qui est un grand débat métaphysique, mais aussi une question concrète, c'est sommes-nous libres et où est le lieu de la liberté? Et donc, Pascal, à la différence de Spinoza, va penser, comme disciple de Saint-Augustin, qu'effectivement, nous avons doué le libre arbitre. Et d'ailleurs, cette liberté, c'est une des raisons pour lesquelles la dignité de la personne humaine est infiniment supérieure. Et moi, je pense, et c'est un débat, on ne sera peut-être pas d'accord avec Philippe, que c'est finalement ce qui ontologiquement nous sépare de la machine. C'est la volonté, et pas tant l'intelligence, ni peut-être demain le corps. Aujourd'hui, le corps nous sépare. Demain, peut-être les IA en eux. Mais en revanche, on a ce lieu du cœur. Et pour moi, le lieu du cœur, qui est cher d'ailleurs à Art Leadership University, c'est dans la promesse de l'université, pour moi, c'est le lieu que nous devons habiter, c'est-à-dire nous devons faire bon usage de notre liberté vis-à-vis de ces machines qui ont une efficacité de plus en plus grande et qui nous ont dépassé, nous dépasseront infiniment sur le plan de la rationalité, de faire notre usage, et c'est comme ça que nous deviendrons des personnes humaines, faire notre usage de notre liberté. Et donc, de ce point de vue-là, c'est un appel, effectivement, avec les termes de Pascal, et c'est un appel pour moi, pour tout le monde. Moi, je discute même avec ma coiffeuse et mon taxi, qui se rendent compte eux-mêmes qu'ils sont dans un monde de machines. Et je pense que chacun à notre niveau, oui, on doit cultiver notre liberté, on doit oser poser des gestes, en faisant un usage de la technique pour notre mission, pour notre purpose. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument développer en sortant d'une certaine fascination de la gnose, de cet esprit tout-puissant qui ferait advenir le meilleur des mondes. Il va nous aider, mais on doit exister et faire bon usage de notre liberté. Philippe. Oui, moi, je ne crois fondamentalement pas que l'IA va remplacer l'humain. Je pense que ça n'a pas beaucoup de sens. Il n'y a pas d'IA, il n'y a pas de technologie sans vie, sans humain. Si l'humanité disparaît, les ordinateurs ne vont pas peupler la planète, ça n'existera pas. Donc, clairement, on a aujourd'hui un outil potentiellement extraordinaire qui peut nous permettre de nous améliorer
intellectuellement et sans doute potentiellement aussi spirituellement et moralement. Moi, bon, je suis pas croyant, enfin, je suis plutôt athée, donc je crois pas à une transcendance particulière, mais j'ai quand même le sentiment que justement, il n'y a pas une distinction entre les mathématiques et la spiritualité. Enfin, c'est-à-dire que j'ai écrit un bouquin sur Grigori Perelman il y a quelques années. Qui a résolu la conjecture de Poincaré. Et en fait, quand il expliquait qu'il avait résolu la conjecture de Poincaré, il disait pas j'ai résolu la conjecture de Poincaré, il disait j'ai trouvé quelle était la forme de l'univers. Donc il y avait une question immédiatement, on passait de la notion vraiment purement mathématique, de résolution technique mathématique, à une vision spirituelle. À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça raconte pour moi humain? Et donc, je pense qu'on est un peu dans cette situation-là aussi vis-à-vis de l'IA. Et pour répondre à la question sur est-ce que ça touche tout le monde, est-ce que ça doit toucher tout le monde, alors là, évidemment, je pense que oui. C'est une vraie question quand même de savoir si l'IA, il commence à y avoir un petit peu de littérature là-dessus, sur est-ce que l'IA est un élément, est un facteur finalement de lissage entre d'harmonisation du niveau d'intelligence entre les humains, parce que finalement, on va avoir une intelligence tellement supérieure avec l'IA qu'on peut imaginer qu'en dessous, tous les humains acquièrent le même niveau d'intelligence. Ou au contraire, est-ce que l'IA va être un effet d'accélération des inégalités en termes de formation, d'intelligence, de capacité? Je n'ai pas vraiment la réponse encore à cette question-là. Il y a clairement un effet de levier qui est possible avec les outils d'IA. Et donc, je crois que la réponse à ça va venir de la façon dont on forme et dont on éduque les humains, les petits humains. On parle d'ores et déjà de la décroissance du QI. Pourtant. Alors, il y a une étude qui vient de sortir oui. qui montre effectivement qu'il y aurait une décroissance franchement, bon, à suivre. J'ai un peu de mal à y croire. En tout cas, à ce stade, ça me paraît un peu fort de café quand même de penser qu'il y a déjà enfin, si jamais il y a des évolutions de ce type-là qui apparaissent, je doute qu'elles apparaissent comme ça du jour au lendemain. Je suis plus inquiet sur, effectivement, encore une fois, l'impact des réseaux sociaux sur l'état d'esprit de la jeunesse, notamment. On a vu la série Adolescence, qui était quand même un très, très bel exemple de ça. Mais sur l'IA, on a une vraie question d'éducation aujourd'hui, le changement complet de l'éducation. Et là, je trouve que là, on est dans une situation de réaction d'une pauvreté aujourd'hui de la part du système éducatif qui est un peu inquiétant. C'est-à-dire où quelquefois on voit le système éducatif comme, alors je sais pas, peut-être qu'Aurore et Mathéo qui sont là, qui travaillent beaucoup avec l'éducation nationale, me contrediraient en disant que ça commence à bouger, mais il y a quand même cette problématique de savoir si on veut résister à ces outils-là. Je pense qu'on fait fausse route. L'idée n'est pas de tomber dedans non plus, mais au contraire d'apprendre comment est-ce qu'il faut les utiliser et quelles sont les capacités nouvelles qu'il va falloir créer. Et ces capacités sont essentiellement des capacités de curiosité et de sens. C'est-à-dire de regarder, de bien comprendre justement quelle est la spécificité humaine. Si on veut utiliser ces outils intelligemment, il faut se demander comment être humain avec ces outils. Alors, qui va être justement responsable de tracer les contours de l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est l'éducation nationale? Est-ce que c'est les entreprises? Est-ce que c'est les gouvernements? Est-ce que c'est les consommateurs, donc les citoyens? Votre position là-dessus, Étienne? Alors, moi, je pense depuis des années que l'intelligence artificielle est vraiment une aventure entrepreneuriale. C'est-à-dire, je pense que les maîtres du monde depuis 15 ans, je l'ai vécu moi-même parce que j'ai été dans les grandes organisations, j'étais patron de labo à EDF, puis doyen de la recherche à Centrale, et j'ai vu que les meilleurs chercheurs en maths en 2009 avaient déjà monté des entreprises. Mes chercheurs en maths et en machine learning, on ne parlait pas encore tellement d'IA, on parlait surtout de machine learning, on commençait à dire deep learning, monter des boîtes qui étaient en bourse. Et en fait, moi, j'ai vécu ça, le passage finalement de la force d'innovation algorithmique du monde des grandes organisations, des budgets de R&D publics, vers l'entrepreneuriat pour des raisons économiques qui sont simples.
effondrement du coût du calcul, effondrement du coût de la donnée et mise en open source de beaucoup d'algorithmes que j'ai vécu à EDF en 2005. Ça a été l'explosion d'abord de R à l'époque, puis Python, etc. Et donc, on s'est retrouvé dans une situation dans laquelle, en fait, disons, le terrain de jeu des entrepreneurs s'est trouvé énorme. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les maîtres du monde sont très largement les entrepreneurs. Alors, pour être précis, c'est plutôt des entreprises extrêmement capitalistiques, cotées, qui ont des jeux de pouvoir très compliqués. Ce n'est pas juste Mark Zuckerberg qui décide tout seul. Mais je pense que ça se joue beaucoup là et que les États ont un rôle partiel. Alors, peut-être qu'ils vont retrouver un État. Donc, pragmatiquement, moi, mon combat personnel, c'est de parler au cœur des entrepreneurs. Au cœur, au sens pascalien, c'est-à-dire le lieu dans lequel ces entrepreneurs-là, avec tout le pouvoir, toute l'intelligence et toute l'empreinte qu'ils ont, peuvent effectivement être dans une quête du bien commun. Et donc, c'est eux, moi, que je cherche disons, à interroger. Et après, il y a le rôle de la réglementation. Je suis un tout petit peu plus sceptique sur la réglementation. J'aime bien citer Pascal, qui est un libéral sceptique et qui dit il aurait fallu que la justice et la force soient alignées. Ne pouvant faire que la justice soit forte, on fit que la force fût juste. C'est-à-dire que les lois, elles ne sont pas bonnes, c'est juste qu'elles sont là et qu'on est obligé de les suivre, qu'elles soient justes ou pas. Donc j'ai un peu ce scepticisme pascalien. Je ne crois pas beaucoup à avoir des lois géniales qui vont faire advenir le bien commun. Je pense que la régulation est très difficile et encourage beaucoup d'hypocrisie. Donc, elle a son rôle, bien sûr, mais je suis un peu sceptique. Et je pense que, voilà. La régulation, elle est au service d'une vision politique. Si c'est de la régulation pour la régulation, et c'est un petit peu malheureusement ce qu'on a eu tendance à faire en Europe ces derniers temps, et donc une régulation qui se regarde un peu elle-même, ça devient assez vite contre-productif. En revanche, si on a une régulation qui est au service d'une vision claire et portée par un pouvoir fort, là, on peut avoir des effets très, très positifs. Moi, je crois que, et donc typiquement, effectivement, est-ce que l'Europe veut réguler son marché de l'intelligence artificielle, son marché du digital, est une vraie question. Mais c'est une question en réalité de souveraineté. C'est pas une question de régulation. C'est est-ce qu'on veut se faire complètement balayer par les Américains et les Chinois? Comment est-ce qu'on arrive à réagir par rapport à ça? Et donc là, il y a la régulation, il y a la réaction des consommateurs, il y a les ONG, il y a la société civile, il y a tout ça, quoi. Et il y a évidemment l'économie. L'économie domine, je pense. Enfin, en tout cas, si on regarde ce qui s'est passé ces dernières décennies, c'est l'économie qui domine. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Et à l'intérieur de l'économie, pendant un certain temps, c'est la finance qui a dominé. Aujourd'hui, c'est effectivement un peu plus un certain nombre d'entrepreneurs de la tech qui dominent par rapport à la finance. Mais l'économie domine. On est quand même en train de vivre depuis quelques années un changement assez fort, qui est que le retour de la géopolitique me paraît assez puissant. Le retour et à travers le retour de la géopolitique, le retour des États. Et on voit bien que ça se traduit spécifiquement sur les sujets qui sont les grands sujets du moment. C'est sur le climat et sur l'IA que les questions géopolitiques sont en train de se poser. Et donc la question de la géopolitique et de la souveraineté sur l'IA, elle est clé. Donc on va avoir des grandes batailles de potentiellement ce qu'on appelle des murs de silicone, c'est-à-dire des répartitions de la planète en grandes zones séparées parce qu'on aura des modèles différents selon les zones. Donc je crois que ça va être quand même un élément important dans les évolutions des prochaines années. Et si je peux me permettre, moi, ce qui me fait le plus peur, c'est que l'IA est l'outil rêvé des dictateurs. Et un certain nombre de gens l'ont compris. C'est-à-dire que l'IA a une puissance de contrôle des consciences qui est très grande. Et donc pour moi, l'une des... Mais c'est très difficile, mais ça fait 15 ans que je pense qu'il faut qu'il y ait de l'antitrust, mais de l'antitrust extrêmement proactif, parce que rien de pire que de concentrer les pouvoirs entre quelques mains, qu'elles soient d'ailleurs privées ou publiques, mais c'est la tentation de puissance, et nous sommes tous
personnes humaines, nous sommes tous tentés par le pouvoir. Et je pense qu'une des premières choses, c'est d'essayer de minimiser, d'accroître la concurrence, les alternatives et d'essayer de minimiser les concentrations de pouvoir. C'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile de faire de l'antitrust. Et la deuxième chose, c'est je pense qu'effectivement, là, j'abonde, je pense que les temps sont géopolitiques et que derrière la régulation de l'IA, il y a le projet politique. Et la grande question, c'est notamment, je suis attaché, notamment pour des raisons spirituelles, je suis attaché à la liberté de conscience. Pour moi, la liberté de conscience, c'est la partie la plus sacrée de la personne humaine. Et la grande question est celle du respect de la liberté de conscience, ou au contraire, à la fois d'ailleurs dans des démocraties et bien sûr dans des pouvoirs plus totalitaires, le fait qu'il y ait des gens qui pensent qu'en réalité, ils savent mieux que les autres ce qui est bon pour eux et qui vont mettre des limites croissantes à la liberté d'expression et, d'une certaine manière, à la liberté de conscience. Et ça, pour moi, c'est extrêmement dangereux. Il y a des grands œuvres littéraires, il faut lire Dostoïevski, les frères Karamazov, vous donnez à manger et un peu d'assentiment social, et les gens vont tomber dans l'asservissement en croyant suivre. Donc, d'une certaine manière, c'est très tentant et facile d'asservir les personnes en les nourrissant et en leur donnant du jeu et des réseaux sociaux. Donc, tout ça, c'est extrêmement tentant. Et donc, la question du futur de la liberté d'expression et des droits fondamentaux, pour moi, et ça, c'est une question très, très angoissante. Mais ce qui est intéressant, c'est que effectivement, l'IA est l'outil rêvé des dictatures, c'est aussi l'outil rêvé des démocraties, d'une certaine façon. Et ça, Yuval Noah Harari, dans Nexus, l'explique bien, il montre bien. Il montre que les grandes évolutions de transformation de systèmes d'information, que ce soit l'imprimerie ou d'autres évolutions donc historiques des systèmes d'information, ont été des accélérateurs dans les deux sens. Accélérateur de système démocratique d'un côté, accélérateur de dictature de l'autre. Et donc vraiment, on a une question d'utilisation et de confrontation en quelque sorte de l'utilisation de ces outils. Notre remarque que je voulais faire, c'est justement sur la question de l'antitrust et de la diversification. Il y a quand même un point un peu bizarre sur l'IA et sur les grands modèles, notamment les LLM, hein, les modèles, les grands modèles larges. C'est qu'en fait, ils sont très proches les uns des autres en réalité. Et pour autant, il y a une compétition qui se met en place. Il y a pas on pourrait imaginer qu'il y aurait un winner takes all sur ces LLM de la même façon qu'on l'a eu sur la recherche Internet avec Google. Et c'est pas ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui. On a au contraire une multiplication des LLM qui se développent. On a Google qui fait le sien, Meta, OpenAI, DeepSeek en Chine, Mistral en Europe, etc. Alors qu'en réalité, si vous les comparez, ce sont des outils qui sont très similaires parce qu'en fait, ils s'entraînent avec exactement le même point de départ. Et donc, une fois qu'on a la capacité de calcul et d'entraînement, on aboutit à peu près au même résultat. Donc c'est intéressant de savoir comment là, pour le coup, la question de l'antitrust, des modèles économiques et de la concurrence va jouer sur ces éléments-là. Et c'est pour ça qu'en réalité, ils ne le développent pas pour être les meilleurs économiquement et pour battre les autres, mais pour l'avoir. Parce que c'est des questions de souveraineté ou géopolitique ou économique, souveraineté économique. C'est-à-dire que Google ne peut pas se permettre de ne pas avoir son LLM et de dépendre du LLM de Microsoft. Donc là, on est dans la question de il faut l'avoir plutôt que je vais développer le meilleur pour essayer de battre les autres. C'est assez différent d'un point de vue modèle. Alors Étienne disait tout à l'heure que c'était tentant et humain, effectivement, cette quête de pouvoir. Est-ce que vous-même, vous avez des garde-fous éthiques? Est-ce que vous avez déjà transgressé parfois? Et comment finalement vous l'appliquez au quotidien? Alors, moi, j'ai ruiné totalement ma réputation auprès d'un VC parce qu'il m'a envoyé un dossier qu'il trouvait absolument génial, sur lequel il y avait beaucoup d'argent, il voulait m'impliquer, etc., qui faisait le chatbot ultimement empathique pour résoudre le problème de la solitude. C'est-à-dire, vous donnez un chat à une personne et elle se sent plus seule parce que la personne, elle sait tout sur elle et elle sait... Et donc, il y a un film. Je me suis dit, je ne peux pas laisser passer ça. Donc, j'étais en due deal, etc. J'ai renvoyé un rapport et je savais très bien qu'en faisant ça, c'était fini. Je quittais les advisors de ce fonds. Ils ne m'ont plus jamais parlé. Voilà. Mais je ne pouvais pas laisser passer un truc comme ça. Pour moi, c'est un non-sens absolu qui ait des intérêts. Moi, j'utilise des chats, mais
vouloir combattre la solitude en mettant des personnes devant des chats, ça me paraît complètement dingue. On a fait un film là-dessus, il s'appelle Her, Her, qui bien sûr, résume évidemment. parfaitement. Je leur ai d'ailleurs donné. Je pensais au Père Noël est une ordure, moi, mais bon, c'est pas très. C'est une autre référence. En revanche, comme disait Philippe tout à l'heure vis-à-vis de la démocratie, je peux aussi me servir de l'IA et des chatbots pour renouveler la relation humaine. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant. Mon ami Jean-Marc Potvin, Entourage, qui est un réseau social pour les personnes de la rue, par les personnes de la rue, et qui va se servir de l'IA générative pour redonner des opportunités pour que les gens se parlent plus. Et donc ça, c'est possible, parce qu'il y a le fait que les gens se parlent, c'est de l'organisation, c'est du planning. Donc créer des conditions favorables à la rencontre humaine authentique, alléluia, bravo, il faut le faire. Mais voilà, là, il y a vraiment un choix fondamental. Et voilà, donc pour moi, j'ai pas transgressé, justement. Je me suis grillé auprès de ce fond. Non, mais votre question, c'est est-ce qu'on met de la morale dans ce qu'on fait, de l'éthique dans ce qu'on fait? Évidemment, oui, même si on a des injonctions contradictoires permanentes. Et donc, il ne faut pas imaginer qu'on a une ligne très claire qui dise, voilà, ça je fais pas. Moi, j'ai le sentiment d'avoir effectivement renoncé à un certain nombre de choses d'un point de vue professionnel. Bon, par ailleurs, moi, tendance à être un peu... quand je suis en désaccord profond, j'ai tendance à claquer les portes. Je suis un claqueur de porte compulsif, c'est connu sur le marché. Donc, effectivement, ça m'a coûté, clairement. Donc oui, il y a des renoncements. Et en même temps, il faut aussi savoir qu'on est confronté à la réalité et qu'on doit s'ajuster et faire des accommodements raisonnables. Étienne, j'avais annoncé en préambule que vous faisiez le parallèle entre le jazz et l'IA. Cette table ronde va bientôt se conclure et je ne peux pas passer à côté de cette question. Quel est le lien entre le jazz et l'intelligence artificielle selon vous? Je suis très intriguée. Je peux répondre différemment à la question. L'histoire est très longue puisque un des contrebassistes avec lequel j'ai joué, beaucoup de musiciens de jazz en France sont également informaticiens et il y avait toute une école au Lipsis, qui est un des grands laboratoires d'informatique français qui a produit beaucoup de start-up, de gens dans l'IA, est infesté de jazzmen et dont beaucoup étaient mes sides. Je suis pianiste et je joue avec eux. Notamment, j'ai un contrebassiste qui avait entraîné quand même en 1987 un réseau de neurones je ne sais pas sur quel ordi il avait fait ça, pour reconnaître la ligne de basse que jouait un pianiste et donc l'accompagner avec une fondamentale ou une quinte. Il avait fait ça en 1987. Donc l'histoire de l'interpénétration entre l'IA et le jazz est très ancienne. Bon. Mais ce n'est pas là-dessus que peut-être je serai le plus intéressant. Je me sers du jazz pour une métaphore qui, moi, est fondamentale. Quand vous jouez du jazz, en fait, l'ennemi absolu, c'est le bavardage. Le bavardage. C'est-à-dire, vous êtes en train de jouer et il y a un saxophoniste à côté de vous qui fait un solo magnifique. Il y a tout ce qu'il faut, harmoniquement c'est génial, le rythme est génial et tout. Mais vous sentez que le gars, il n'est pas là. Il n'est pas présent, en fait. Il n'est pas dans le groupe. Et ça, c'est insupportable. C'est insupportable. C'est insupportable parce que, en fait, la joie du jazz, c'est la présence intense entre les personnes. Et on va chercher la blue note parce qu'il y a ce moment de communion où on est vraiment présents les uns aux autres. Vraiment, on s'écoute beaucoup. Et il y a quelque chose qui va se passer dans une présence authentique. Et donc, de ce point de vue-là, le simulacre d'une IA parfaite qui vous sort des contenus absolument géniaux, même hyper créatifs, mais il n'y a personne. Pour moi, c'est terrifiant. Et c'est un peu Her. Le film Her, et le conseiller, il tombe totalement amoureux parce qu'aucune femme ne lui a parlé comme ça. Sauf qu'il n'y a personne. Et donc là, c'est totalement terrifiant en termes ontologiques d'avoir personne en face. Donc pour moi, la question de la présence authentique, ça, c'est une question très importante dans la bonne utilisation de l'IA. Et en particulier, si vous êtes chef d'entreprise, un peu à l'image d'un général, vous emmenez les gens au front et il y aura des sueurs et des larmes, vous n'allez pas vous engager derrière quelqu'un qui n'est pas là. Vous allez vous engager derrière quelqu'un qui est présent. Vous allez suivre comme personne humaine. Voilà, le mystère est levé. Merci pour cette explication. Sur le jazz, justement, je plaisantais en disant il va faire parce qu'en fait, j'ai vu une vidéo il y a quelques jours, une vieille vidéo de Aretha Franklin qui est dans une
une remise une cérémonie de remise d'Oscar ou de BAFTA ou un truc de ce genre-là. Et donc, il y a quelqu'un avec elle qui lui demande c'est quoi votre définition du jazz? Et là, elle commence à partir dans dans une impro comme ça pendant 10 minutes. Regardez, c'est génial. Voilà, donc là, c'est vraiment pas du bavardage du tout. Il n'y a pas de mots, c'est juste, voilà, c'est là. On va clôturer cette table ronde. Je reviens à vos ouvrages. Vous avez choisi les livres comme canal de communication. Pourquoi le livre, Philippe, Étienne? Vous auriez pu choisir d'autres moyens, notamment digitaux, par ailleurs. Moi, justement, c'est une. Enfin, moi, je suis passionné. L'IA me passionne. Je trouve ça absolument fascinant, etc. Je deviens un peu addict. Et un des éléments qui me fait très très peur, c'est justement ça. C'est la capacité à remplacer l'écriture. Et donc, j'étais très content là parce que je racontais tout à l'heure, Isabelle, je revenais de voyage hier, j'étais à Lisbonne, un vol assez court, mais pendant 2 heures, j'étais déconnecté, j'avais pas d'outils digitaux, pas de chat GPT, pas d'internet, et j'étais avec mon téléphone et je me suis remis à écrire. Ça fait des mois que je le faisais plus. J'ai écrit. Et j'étais extrêmement content en sortant de l'avion parce que c'était un retour aux sources. Et ça, c'est une vraie crainte. C'est-à-dire que se dire que à force on a une idée, on la met dans un outil pour que ça recrache quelque chose, de perdre cette capacité d'introspection qui est une vraie capacité spirituelle, là, je crois, de compréhension de soi à travers l'écriture. Je crois que voilà, là, il va falloir faire très très attention à ne pas perdre ça, parce que là, si on perd ça, je crois que là, ça sera une conséquence assez catastrophique de ces outils comme l'IA. Voilà, je rappelle votre ouvrage, Discours sur l'état de l'Union. Merci. Étienne, pourquoi le livre? Une lecture très agréable. Merci, Étienne. Je l'ai corné. Moi, j'aime bien corner les livres. Moi, mon éditrice me dit que j'écris comme je parle et que je suis meilleur à l'oral qu'à l'écrit. En fait, moi, je suis intimement convaincu qu'on ne peut pas penser, on ne peut pas apprendre sans digérer et produire soi-même à l'écrit, et je rajoute à l'oral. C'est mon côté musicien de jazz. Miles Davis se donnait une partition à quelqu'un en 30 secondes. S'il n'était pas capable de l'avoir par cœur et de la jouer, il le virait. Donc, il y a le fait de passer par l'écrit, puis ensuite de l'écrit à l'oral. Pour moi, j'ai du mal à imaginer de pouvoir vraiment comprendre, apprendre sans passer par ces étapes-là. Penser, finalement, sans passer par... Donc, pour moi, c'est une sorte de sine qua non. Écrire et même ensuite parler ou dire ce que j'ai écrit, et sans quoi j'ai l'impression que je ne pense plus, que je deviens lobotomisé. Donc effectivement, je partage cette crainte. Et je dirais même, si vraiment je vais sur les mathématiques, les mathématiques sont une des très rares choses dans ma vie où je me sers encore d'un crayon. C'est-à-dire, je ne peux pas modéliser sans prendre un crayon sur une feuille de papier. Même sur un ordinateur, c'est pas possible. C'est-à-dire tellement l'exercice, quand les mathématiques, c'est vraiment, il y a un côté très spirituel. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Philippe tout à l'heure. Il n'y a aucune disjonction entre la spiritualité et les mathématiques. Au contraire. Et dans les mathématiques, en fait, il y a vraiment un effort de contemplation du mystère du monde et finalement de description dans lequel il y a une joie de la contemplation et qui, pour moi, doit passer par la matière, par toucher une feuille, écrire. Donc j'ai beaucoup de mal à imaginer, mais je suis sans doute un vieux schnock. On pourrait parler aux médailles fils d'aujourd'hui. Est-ce que les médailles fils d'aujourd'hui écrivent leurs maths avec GPT? J'en sais rien. C'est pour ça que vous ne passez pas à la tablette, vous restez sur le livre papier aussi. Bon, pour conclure, on peut dire que le livre, finalement, l'écriture, ça reste un acte salutaire face à l'IA. Vous pourrez conclure cette table ronde comme ça? Je n'aurais pas dit face, mais oui, c'est salutaire, ça c'est sûr. Allez, Étienne, je présente quand même aussi votre ouvrage, Le sens de l'IA à l'école de Pascal Entrepreneur. Merci à tous deux
d'avoir répondu à ces Merci, questions. On va remercier Heart Leadership University. On va remercier évidemment Mirova, Philippe, bien sûr, Étienne. Et je vais inviter peut-être Hélène à nous rejoindre. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Et Linda.